Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc au nom de tous les organisateurs de cette séance, je vous remercie d'être d'être assez nombreux à cette séance de ciné-débat. Euh, cette séance a été organisée donc par plusieurs partenaires. Euh, Par exemple, donc les couleurs de l'accompagnement qui ont créé l'exposition dont je parlerai un petit peu plus tard, que vous avez peut-être vue et qui s'appelle Et alors. Les organisateurs sont aussi donc les jeunes d'Unicité Grenoble, je les appelle les jeunes, les représentants donc d'Unicité Grenoble, la Maison des associations, la MDA, donc qui nous a beaucoup accompagnés pour construire cette séance, et l'UNAFAM 38, donc que je représente en tant que délégué, et qui se réjouit de participer à ce ciné-débat. Donc, plus dans un moment, après le film, chacun se présentera et donc vous aurez l'occasion de mieux connaître donc chaque organisateur et chaque structure. Je vais tout d'abord donc donner la parole à notre conseiller municipal à l'accessibilité et au handicap en la personne de Monsieur Luis Beltran Lopez, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour ouvrir ce ciné-débat. La municipalité à qui on doit l'hébergement justement aussi de sur son site de l'exposition Et alors, qui est en lien avec ce ciné-débat aussi. Voilà. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. À vous, Monsieur Beltrán Eh Lopez. bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Très sincèrement, je suis, comme je le dis très souvent, disponible pour participer à ce genre de moment et vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est vraiment très important de réfléchir ensemble aux débats et aux questions de la société, dont je pense que c'est un petit peu l'objectif de cette matinée, justement. Vous dire que ma délégation est bien entendu une délégation très transversale qui va de l'insertion professionnelle à la culture, en passant par l'accès aux droits et la lutte contre les discriminations et bien entendu la santé, des sujets dont il est question du coup dans le documentaire que nous allons voir ensemble. Préciser également que l'Organisation mondiale de la santé définit le handicap de la façon suivante. Est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi se trouve compromise. Si je reprends cette définition, c'est parce que, comme le montre le documentaire en question, les questions soulevées sont souvent les mêmes pour toutes les personnes qui rencontrent un type de handicap. Et ils sont nombreux, les types de handicap. Il s'agit bien souvent de l'acceptation d'un problème que l'on rencontre dans une société qui ne nous accepte pas toujours, en tout cas pas facilement, de l'acceptation de soi pour aller vers l'autre, pour s'insérer dans une société, y être pleinement accepté. Tout cela doit passer par une meilleure prise en compte réelle et concrète des problématiques du handicap dans son ensemble, au sein de notre société, par une revalorisation, et elle passe bien entendu cette prise en compte par le champ politique. Les problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap, même momentanément, sont très souvent liés à l'aspect économique. Lorsque l'on rencontre une situation de handicap, commence ce qu'on appelle de façon très récurrente le parcours du combattant. Un parcours du combattant qui a souvent un coût qui se décline de différentes façons. Un coût psychique, mental, qui est souvent additionné avec le handicap rencontré, et un coût important et non négligeable, concrètement financier. C'est notamment pour cette raison que la ville de Grenoble demande, par exemple, le passage de la loi de l'individualisation de l'AAH, l'AAH qui concerne également beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies psychiques ou handicap psychiques, bipolaires ou dépression, etc. Pour une vraie date concrète, à côté des sénatrices et sénateurs et des députés, loi qui, une fois appliquée, permettrait d'aider très concrètement, financièrement à Grenoble, plus de 4000 personnes qui touchent cette deuxième aide sociale après le RSA, loi qui permettrait aussi aux personnes en situation de handicap d'avoir plus d'indépendance financière, d'interdépendance entre les couples et d'éviter également bien souvent des violences conjugales qui sont bien souvent trop nombreuses dans le monde du handicap. Loi qui permettrait également par conséquent une meilleure acceptation de la problématique du handicap puisque les personnes concernées ne seraient plus directement exclues de la société par l'aspect financier, faisant trop souvent face à des coûts médicaux souvent trop peu ou trop mal remboursés. Notre rôle, je le précise donc ici également, en tant qu'élu d'échelon municipal, est de faire remonter les problématiques du terrain que nous rencontrons en étant au plus près des habitantes et des habitants.
Ce que nous rencontrons à Grenoble, ville reconnue dans le monde du handicap et de l'accessibilité, nous le rencontrons également à Marseille, Nantes, Bordeaux ou Strasbourg. Le documentaire donc, que nous allons voir, suite à l'intervention des autres invités, bien entendu, et on aura la possibilité, bien entendu, d'échanger après pendant le débat sur celui-ci. Et donc, je tiens également, bien entendu, à remercier le travail des personnes qui l'ont réalisé, et puis aussi le travail au quotidien des personnes intervenants qu'on peut voir pendant le documentaire, soulève des questions de stigmatisation, d'acceptation, de discrimination que génère tout groupe social, comme il est justement très bien dit dans le documentaire. Rappelez que le dernier rapport annuel d'activité de Claire Hédon, défenseur des droits, publié en fin mars 2021, indique que pour la 4e année consécutive, le premier motif de discrimination, loin devant l'origine, qui n'est bien entendu pas à sous-estimer pour autant, reste le handicap. 21,2% de saisines concernant le handicap. Et rapidement attirer votre attention sur 2 aspects de la réalisation du documentaire qui m'ont paru personnellement assez intéressants. Le premier, c'est la façon dont sont présentées les personnes. Vous ne verrez pas les noms avant la fin du documentaire. Il n'y a pas la personne qui intervient avec le nom écrit en dessous. Ce qui me paraît tout particulièrement intéressant, en fait, on a vraiment la force de la somme des témoignages qui montrent que ça pèse suffisamment et que nous n'avons pas besoin de mettre les noms. Cela concerne des personnes, comme je l'ai dit avant, à Grenoble, mais également beaucoup de personnes dans le monde entier. On peut même aller au-delà des frontières du territoire français, bien entendu. Même s'il est bien entendu difficile de ne pas reconnaître Mme Richard, présidente de l'association, dès le début du documentaire. Et le deuxième, un aspect qui m'a tenu plus à cœur, c'est l'art-thérapie. Il est difficile également de passer à côté de l'importance de l'expression dans l'art, aussi bien au sujet de la bande dessinée dont il est question dans le documentaire que de la musique, qui aide à surmonter bien des difficultés. Donc enfin, remercier bien entendu l'ENAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, ainsi que les intervenantes et les intervenants de ce midi et toutes les personnes bien entendu qui y participent, pour l'invitation, pour le travail réalisé au quotidien, avec les familles et les amis et les accompagnatrices, accompagnateurs, aidantes et aidants. Rétirez ce matin avec vous qu'on a besoin de toutes les forces dans ce combat. Il nous faut avancer d'une façon collective et d'une façon constructive. Juste réitérer de nouveau également l'invitation à regarder l'exposition Et alors, bien entendu. Je pense qu'on va être nombreux et nombreuses à le répéter ce matin, mais nous devons bien entendu, malgré les restrictions sanitaires, essayer d'accéder à la culture des façons dont il nous est possible. Donc voilà. Et donc repasser la parole, si je ne me trompe pas, à Madame Paoudakis et remercier bien entendu Unicité et tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Beltrán-Lopez. Je crois que vous avez mis l'accent sur des aspects essentiels de ce ciné-débat concernant la stigmatisation et tout ce que l'on peut faire encore pour améliorer le statut des malades psychiques, tout à fait dans la société. Merci beaucoup. Alors, quelques mots juste pour introduire donc, cette séance et pour vous informer un petit peu du contexte qui nous a amené à créer ce ciné-débat. Bon, donc je le répète encore une fois, comme le disait M. Beltrán, tout est parti du souhait de les couleurs de l'accompagnement et de Messidor Lyon de nous proposer il y a quelques mois, hein, avant le confinement, une exposition qui s'intitulait « Et alors ?» sur la stigmatisation des malades psychiques, qui devait se dérouler donc sur une exposition en forme d'affiche. Et l'exposition devait se faire en présentiel à la MDA. Nous avions tout à fait acquiescé à cette organisation en présentiel, mais comme vous le savez, ce qui est arrivé en 2020. Donc, nous avons réfléchi à une autre manière de présenter cette exposition je crois, Messidor à Lyon donc, a pensé à reconvertir son exposition en exposition virtuelle qu'il propose dans différents endroits. Et nous avons demandé donc à avoir cette exposition virtuelle qui, comme je vous l'ai dit, donc, est encore sur le site de Grenoble. Alors, sachant cela, donc aussi les unicités, les représentants d'unicité ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un ciné-débat sur cette thématique de la stigmatisation ? Alors, on a dit, l'UNAFAM, voilà, les couleurs de l'accompagnement, on a dit, bah, écoutez, banco, hein, on y va, on essaie de trouver un documentaire. Donc,
Nous avions, bien sûr, nous, déjà la connaissance du documentaire de Jules et nous l'avons proposé à l'équipe d'Unicité qui a, parmi d'autres, a choisi ce documentaire que vous allez voir. Donc, pour nous, c'est très intéressant et très important que vous voyez concrètement des situations de personnes, soit des personnes directement concernées par la maladie, soit des familles accompagnantes, soit des soignants. Enfin, vous allez avoir un panel de partenaires qui vivent cette situation d'accompagnement des troubles psychiques. Donc, c'est ce que vous allez voir et je remercie encore Jules de Guillemont d'avoir accepté, et c'est très gentil, le réalisateur avec un collègue, hein, il avait réalisé ce film il y a 2 ans, de nous permettre de prendre comme base son documentaire et qui sera source de notre débat. Donc, je voudrais remercier, je ne l'ai pas fait encore, la Maison des associations à travers la personne de Gaëlle Vignier, qui a été très actrice de cette organisation avec Anaïs, notre chargée du développement à l'UNAFAM. Et toutes les deux ont travaillé pour que les échanges entre partenaires, que nous puissions arriver à construire ce débat avec nos différents partenaires qui se présenteront dans un moment et que je remercie d'être avec nous et d'avoir répondu tout de suite très positivement à notre invitation. Alors, je crois que là, je vais laisser la parole à un représentant d'Unicité qui va nous présenter son association. En effet, du coup, merci beaucoup, c'est moi, du coup, qui vais très bien. Alors, allez-y. Alors, du coup, je m'appelle Maxime et je suis en effet en service civique à Unicité, avec notamment Célia, qui est dans la même équipe que moi, et avec l'équipe des cinémas Ça a coupé, Max. et citoyenneté, qui du coup participe à l'organisation de ce... si je coupe trop. Je sais pas ce que ça donne. C'est coupé, c'est entrecoupé, on va dire. Sinon, il faut que je coupe la vidéo, mais je pense que c'est pas une très bonne idée. Alors, Célia, tu peux enchaîner. Donc, du coup, oui, Unicité, donc c'est une asso qui est ouverte à tous les jeunes et quel que soit leur parcours pour qu'ils puissent consacrer une étape de leur vie à la solidarité, entre guillemets. Et c'est une période d'engagement au service de la collectivité qui leur permet de rencontrer d'autres jeunes d'horizons totalement différents. Donc, donc du coup, c'est ça, le service civique, c'est un engagement. Et donc, Unicité propose plusieurs missions en équipe d'une durée de 6 à 9 mois, tout simplement. Et du coup, Maxime et moi, on fait partie d'une équipe qui s'appelle Repère Santé. Et sa mission vise à promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle auprès des jeunes, donc de 15 à 25 ans. Et pour cela, on a une double casquette. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle des personnes ressources en question de genre, de sexualité, de vie relationnelle et affective. Et notre but, c'est d'ouvrir le dialogue, donc d'arriver et de faire de la prévention, de discuter avec les jeunes, etc. On a aussi une formation au premier secours en santé mentale. Donc ça s'appelle le PSSM, on a été formé à Lyon, à l'Institut Jean Bergeret. Et cette formation, elle nous a permis d'avoir des connaissances sur la santé mentale, le bien-être mental, sur les différents troubles psychiques et aussi de développer une posture d'écoute vis-à-vis d'une personne qui pourrait être en situation de détresse psychique. Donc en gros, on n'est pas des professionnels de la santé du tout, on est juste en gros des jeunes qui vont discuter avec d'autres jeunes, donc dans des établissements scolaires ou autres, et le but c'est de créer un échange, tout simplement. Donc il n'y a pas, ce qu'on essaie vraiment, c'est de valoriser cet échange-là. Lorsqu'on va par exemple dans les établissements, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de représentation d'autorité, donc professeur ou infirmière, etc. Pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un échange, on essaie de déconstruire les stéréotypes, les tabous autour de la santé mentale, de parler de bien-être, etc. Donc voilà. Et du coup, on fait une première intervention où on parle de santé mentale générale, de stéréotypes.
Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'essayer de voir toujours les mêmes groupes après pour approfondir. C'est-à-dire qu'on va faire une première séance générale, ensuite on va faire une séance plus spécifique à leur demande, par exemple sur les addictions, sur d'autres choses. Donc voilà, c'est ça notre mission, et aussi de leur donner des ressources. Donc on va par exemple leur donner des associations sur Grenoble, des professionnels de santé, des sites internet, des comptes Instagram, etc. pour qu'ils puissent avoir des ressources par eux-mêmes s'ils en ont besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, voilà. Rebonjour pour moi, mais bonjour, voilà. Oui. Je vous laisse vous présenter à nos... Ouh, bien, on approche les 70 participants quand même, hein. C'est sympa. Voilà, docteur. Donc, docteur Benjamin Gouache, donc je suis médecin, psychiatre et je suis responsable du C3R, qui est le Centre référent de réhabilitation psychosociale de Grenoble, et j'interviens également au service rétablissement ALPI. Très bien. Bonjour à tous. Merci, merci beaucoup. Monsieur Philippe Bascunana, directeur de Messidor, je vous laisse vous présenter votre structure aussi. Et bonjour à tous. Philippe Bascunana, donc je suis directeur de Messidor. Messidor, c'est une association qui gère des établissements de travail protégés et adaptés, ESAT et entreprises adaptées, et des dispositifs d'emploi accompagnés. Les particularités sur le département de l'Isère, c'est d'accompagner exclusivement des personnes qui souffrent de troubles psychiques et de les accompagner dans une démarche de retour en emploi en milieu ordinaire de travail. Et donc, je serais ravi d'échanger avec les intervenants sur la déstigmatisation dans le cadre du travail. Merci, monsieur Bascunana. Donc, Jules n'est pas là, hein, je pense. Voilà. Donc, Marilyn Garnier, est-ce qu'elle est avec nous? Elle n'est pas encore arrivée pour l'instant, je crois. À moins que Si, elle est bien présente. Elle me disait qu'elle avait des problèmes avec son micro, mais j'imagine qu'elle va trouver. En bas à gauche, normalement. Voilà, oui. Oui, tout à fait. Hop. Je vais là. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Marilyn. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre... Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis la nouvelle médiatrice réseau en santé mentale du conseil local en santé mentale du Pays voironnais. Du coup, mon travail consiste à animer cet outil. J'ai 3 missions principales. Donc, la première, c'est de réguler les situations complexes du territoire en collaboration avec le docteur Pasquier, l'équipe réseau du Chai, les acteurs locaux, dans un objectif d'éviter les soins sous contrainte. Ma deuxième mission, c'est d'avoir une bonne connaissance de tous les dispositifs existants sur le Pays voironnais pour favoriser une interconnaissance entre les secteurs du social, sanitaire et médico-social dans l'objectif de répondre aux besoins du territoire. Et ma troisième mission, donc là c'est de manière très générale, c'est proposer de la formation et de la sensibilisation auprès des acteurs locaux par la mise en place de conférences ou d'actions très concrètes envers le grand public, dans une intention de déstigmatiser les personnes en situation de handicap psychique et d'avoir aussi une meilleure connaissance de ce qu'est la santé mentale. Voilà, merci. Merci Marilyn. Écoutez, je me présenterai à la fin. Jean-Louis Leviel, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour. Moi, je suis à l'UNAFAM depuis très longtemps et comme tous les membres de l'UNAFAM, en fait, c'est bien parce qu'on a un proche malade et donc on a aussi cette connaissance parce qu'on a été touché directement, on l'est encore. Je représente l'UNAFAM dans l'association Cotagon, qui est une structure près de Voiron dans laquelle il y a une centaine de personnes malades psychiques, surtout des schizophrènes. Je suis au bureau de Cotagon et je représente Cotagon dans les couleurs de l'accompagnement. Les couleurs de l'accompagnement, qui est une union de 7 associations sur la région Rhône-Alpes et qui a pour objectif d'abord de faire rencontrer des structures qui ne travaillent pas forcément tout à fait sur les mêmes thèmes, qui peuvent être l'hébergement, le travail, l'accompagnement occupationnel pour que les gens trouvent des choses à faire, mais ça peut être aussi la protection des majeurs pour fournir des curatelles, donner des possibilités de vacances aux gens. En fait, tout ça, cette union, elle est surtout orientée vers le parcours des gens.
Je pourrais prendre un petit exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui sort d'un hôpital psychiatrique, qui rentre à Cotagon, il va y passer quelques années où il va se refaire un peu une santé, il va développer un peu ses aptitudes à travail et se demander qu'est-ce qu'il veut faire. Il va aussi se préparer à un logement un peu individuel. Et puis, quand il sortira de Cotagon, il ira peut-être dans un ESAT et il sera à côté dans un foyer où quelqu'un viendra l'aider dans l'hébergement. Et puis, quelques années après, ça pourrait être Messidor, par exemple, ou ça pourrait être un ESAT comme Industrie Service à Lyon. Et puis, après, il sortira de là peut-être pour avoir une vie complètement intégrée dans la vie courante, en ayant toujours un peu des accompagnements, parce qu'on sait bien que la maladie psychique, c'est une maladie la plupart du temps chronique. Donc, voilà. D'autre part, je rajoutais que les couleurs d'accompagnement, depuis leur création, c'est-à-dire il y a 6 ans à peu près, ont pour objectif la déstigmatisation. Et donc, cette exposition et alors est dans ce thème-là que développe l'association de l'Union depuis toujours. Voilà. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. Donc, je vais parler un peu plus de l'UNAFAM, ce que je n'ai pas fait jusqu'alors. Donc, je suis la déléguée du département Isère de l'UNAFAM, ce qui veut dire que l'UNAFAM est une association nationale d'utilité publique, loi 1901, et nous avons une présidente nationale que vous avez vue dans le film, qui est Madame Marie-Jeanne Richard, qui a, au moment de la réalisation du film, était présidente de la délégation Isère. Voilà, maintenant elle est présidente nationale. Donc au niveau national, nous avons 15 000 adhérents, 2 000 bénévoles, et au niveau de l'Isère, nous avons 340 environ adhérents, familles adhérentes, et une cinquantaine de bénévoles. Donc comme l'a dit Jean-Louis, nous sommes une association de pères aidants, c'est-à-dire que nous sommes tous touchés par un proche qui a des troubles psychiques, quelle que soit la maladie. Donc, nous, comme le titre l'indique de notre association, notre mission est d'abord tournée vers les familles. Dans notre première mission, nous accueillons les familles pour qu'elles sortent de leur isolement. Nous les soutenons, nous les informons, nous leur proposons même des formations sur les troubles psychiques, parce que quand elles sont touchées au début par la maladie d'un proche, pour elles, comme on dit souvent, c'est comme un tremblement de terre. Elles ne connaissent rien à la maladie, donc elles ont besoin de soutien en dehors, donc peut-être du milieu médical. Donc elles viennent vers nous et à travers elles, bien sûr, nous soutenons, tous nos combats sont dirigés vers les malades qui ont des troubles psychiques, bien sûr, vers leurs proches. C'est-à-dire que nos principaux combats sont pour lutter, enfin, nous luttons pour les droits des personnes qui ont des troubles psychiques. Et un des principaux combats que nous menons, c'est la déstigmatisation, bien sûr. Je reste dans le thème d'aujourd'hui. On essaye de briser les tabous, de faire tomber les préjugés, de changer le regard sur ces malades. C'est très important. On a un magazine qui s'appelle Un autre regard. Donc, on essaye de faire admettre le plus possible nos proches dans la cité. Ces patients sont des citoyens et de plus en plus, enfin, grâce aux médicaments et grâce aux traitements médicamenteux dans les années 50, il y a de moins en moins de personnes hospitalisées. Les malades psychiques sont suivis dans la cité. Donc, et nous avons besoin de la reconnaissance de la cité. Donc, cette reconnaissance, elle se passe à travers par exemple, voilà, vous avez eu des exemples, le travail aménagé, le travail même ordinaire, grâce à un type de reconnaissance qui s'appelle la RQTH, donnée par la Maison du Handicap, qui permet à des personnes stabilisées de travailler même dans le milieu ordinaire. Mais il y a aussi donc le travail accompagné, le logement accompagné, et puis toute forme de logement que je ne vais pas énumérer ici. Et tout cela demande aussi, on a parlé de la stigmatisation, mais on a annoncé aussi accompagnement. Tout ceci nécessite un accompagnement pluripartenaire. Et
par rapport aux propos de Marie-Jeanne, je pense que ces dernières années, là, ces 5 dernières années, je pense que les partenariats se développent de plus en plus avec les soignants, avec le médico-social, avec le social, avec les partenaires du travail accompagné, on vient de le voir, du logement, et on travaille beaucoup en réseau. Et c'est comme cela qu'on fera avancer la cause de nos malades psychiques. Et je n'oublie pas non plus les partenaires, les élus, hein, dans toutes les villes, à travers les CLSM, les CCAS. Enfin, nous avons des liens importants avec de nombreux partenaires et tous ensemble, je pense qu'on fait avancer, et on fait avancer les lois, je pense qu'il faut penser à ça, on fait avancer les lois au niveau national. En ce moment, on a une grosse bataille sur la CDSP. Bon, si vous avez l'occasion de nous poser des questions, on y répondra. Voilà, donc tout ce combat, c'est déstigmatisation, accompagnement par différents procédés, et tout cela pour que nos malades psychiques aient leur pouvoir d'agir et leur insertion dans la cité. On y tient beaucoup. Je voudrais dire, moi je suis particulièrement contente que les jeunes d'unicité s'interrogent sur ces maladies, et ça participe aussi de la déstigmatisation. Toucher les jeunes, je pense que ça devrait être une de nos missions aussi. Voilà ce que je voulais dire. Alors moi, je pense qu'il faut ouvrir maintenant le débat. Alors moi, je laisserai bien la parole à un représentant d'unicité pour mener le débat. Oui, bien sûr. Alors, du coup, il y avait eu un peu plus tôt des questions sur comment on prend en charge des personnes atteintes, des personnes malades qui n'ont plus forcément de parents ou de proches. Comment est-ce quelles sont les différentes choses qu'on peut faire, comment est-ce qu'on les accueille, comment est-ce qu'on s'occupe de ces personnes-là? Qui est-ce qui va répondre? Moi, je peux faire une première réponse, si vous voulez. C'est sûr que nous, on est sollicité à l'UNAFAM par les familles. Mais il y a dans chaque ville, il y a déjà, bon, je ne sais pas à quel moment à quel moment de sa vie, hein, de son parcours de vie, se posent les questions pour ces personnes, mais il peut y avoir dans le quartier, par exemple, une assistante sociale déjà. Et il y a les CCA, il y a l'accompagnement social déjà, qui peut être une première réponse et qui peut faire état d'une évaluation déjà de la personne. Je pense que sur le plan, dans beaucoup de villes, il y a par exemple, les CLSM, il y a beaucoup, je ne sais pas, Marilyn pourrait répondre peut-être pour un des outils qui existent dans les villes pour toucher ces personnes justement qui n'ont pas de famille. Il y a des réseaux de travailleurs sociaux, après, qui ont des liens avec le milieu sanitaire aussi, bien sûr, quand il y a une nécessité de prise en charge de soins. Qu'est-ce que vous en dites, Marilyn? Clairement, moi, je suis, déjà, je viens tout juste d'arriver sur le poste, donc je n'ai pas forcément une visibilité énorme de tout ce qui existe en termes de dispositifs sur le territoire encore, puisque je suis encore dans la démarche. Mais effectivement, sur le cadre d'une assistante sociale, c'est déjà un premier pas qui peut réorienter. Après, malgré tout, dans le milieu aussi sanitaire, enfin tout ce qui est au niveau de l'hôpital, rien n'empêche aussi de les solliciter pour questionner. Enfin, moi, en tout cas, pour les partenaires que j'ai rencontrés jusqu'alors, ils sont très ouverts à l'échange. Et du coup, quand on a des questions ou des doutes, entre autres, moi, je pense à l'équipe réseau du Chet, ils sont tout à fait à même d'écouter et de réorienter aussi vers une personne plus habilitée à répondre à ce besoin-là, quoi. Mmh. Après, ce qui serait intéressant aussi, mais bon, pour le moment, il n'y en a pas dans le pays voironnais, mais il y a aussi tout ce qui est les GEM, les groupes d'entraide mutuelle aussi. Tout à fait, on n'en a pas parlé. C'est une source d'information importante.
Et du coup, toute personne, que ce soit un membre d'une famille ou même une personne, hein, clairement, en situation de handicap psychique, est tout à fait en capacité aussi en tout cas, quand c'est possible d'aller à la rencontre des gens, ça peut être aussi un lieu de ressources et d'information aussi et d'échange, et ça facilite aussi l'accès à une offre de soins, en fait, tout simplement. Voilà, le fait quelqu'un qui est porteur de la maladie, qui connaît tel ou tel soignant ou tel endroit, ben, c'est vrai d'échanger ensemble sur quelque chose de commun, sur une problématique commune, ça facilite aussi l'accès. Voilà. Et si cette personne a accès, bien sûr, à un médecin généraliste, c'est souhaitable, ce médecin-là qui peut faire un premier diagnostic et après orienter vers une prise en charge plus spécialisée. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Gouache. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question, parce que chacun va être accompagné voilà, de manière la plus personnalisée possible. Donc, tout dépend déjà de la chance qu'il a ou pas de la personne d'avoir des structures autour de lui. Ensuite, tous les acteurs du soin, du social, du médico-social, voilà, peuvent intervenir pour toute personne, qu'elle ait des proches ou pas. Le fait qu'elle ait des proches qui soient soutenants est évidemment un plus, parce que je pense que c'était la question initiale. Enfin, voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour… Oui, vous présenter peut-être le micro. Quoi alors. Ça y est, je l'ai activé. Vous m'entendez tous? Oui. Bonjour, je suis Pierre-Louis du réseau des entendeurs de voix de Grenoble. Alors, pour répondre à la question qui a été un peu éludée là sur les structures qui existent, je vais citer alors K2, on a vu Gérard là qui parlait dans le documentaire. Il y a également, par exemple, Chez Soi d'abord, qui fait un super boulot. Je voulais en parler. Ouais, j'en parle là. Et après, il y a également le réseau des entendeurs de voix, Grenoble, qui en ce moment est un peu, à cause du Covid, en déshérence, puisque nous, on n'a absolument pas de subvention, on n'a absolument pas de locaux, on fait ça absolument bénévolement. Et donc, notre action, c'est d'aider les gens simplement, sans demander s'ils ont des parents riches, pauvres ou quoi que ce soit. Les parents sont les bienvenus, évidemment. Et voilà, c'est un peu militant aussi. On n'est pas forcément branché avec les labos, on n'est pas forcément branché avec l'UNAFAM non plus. Un petit peu, il y a des gens de l'UNAFAM, évidemment. Et voilà, c'est un melting pot. On essaye de faire aller les gens le mieux possible et partir dans la vie vers de belles aventures aussi. Mais on est rarement cité. Alors, merci à l'UNAFAM de nous avoir donné la parole. Ah ben, je vous en prie. Écoute, tout le monde, nous, on n'a pas de… Comment dire, nous ne faisons pas de discrimination. On accueille volontiers tous ceux qui œuvrent pour être à l'écoute de ces personnes qui ont des troubles psychiques. C'est le plus important. Vous m'avez fait penser, donc j'y pensais aussi à Un Toit d'abord. Un Toit, oui. Un Toit d'abord, oui. Qui effectivement est un dispositif qui maintenant commence à être bien connu sur l'agglomération de Grenoble. C'est un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sont dans la rue, beaucoup ont des troubles psychiques. Et c'est un dispositif qui les prend en charge sur un certain temps, leur offre un toit et justement les accompagne socialement, sanitairement, voilà. Donc c'est peut-être aussi pour cette population-là, un soutien important. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses possibles? Alors, s'il n'y a pas trop d'autres mentions, j'ai une autre question. Quelqu'un qui va savoir quelle est votre perception sur les pères aidantes, c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, qui accompagnent d'autres personnes atteintes de maladies psychiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point là-dessus? Et ça s'adresse à qui? La question était un peu dirigée à tout le monde, j'ai l'impression. Donc voilà, si chacun a sa réponse, ça peut être intéressant.
Oui, écoutez, on va demander par exemple s'il y en a dans certaines structures. Monsieur Basculana, vous avez des pères aidants dans votre à Messidor? Pas encore. Pas encore, hein, je sais que c'était votre... Pas encore, mais la réflexion est en cours pour une expérimentation au 2e semestre de cette année. Voilà. Effectivement, je pense, Benjamin Gouache en parlera bien parce que oui, voilà, on va du recul avec des pères aidants. Le concept de la père aidant, c'est des personnes qui sont en capacité d'amener leur savoir expérientiel parce qu'ils sont passés par des troubles eux-mêmes et leurs compétences dans un métier pour accompagner d'autres personnes qui ont soit les mêmes troubles, soit des troubles proches. L'idée, c'est de diversifier, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, de diversifier la façon d'accompagner, que ce ne soit pas toujours quelque chose de descendant, que ce ne soit pas toujours que des professionnels, que des soignants, mais que les personnes concernées puissent elles-mêmes apporter leur expérience, mais dans un cadre bien construit. Ça se développe de plus en plus dans les structures médico-sociales, dans l'insertion, dans les soins depuis de nombreuses années, à l'étranger et en France depuis quelques années maintenant. Plus récemment. Pour avoir côtoyé plusieurs pères aidants, notamment pour préparer la mise en place d'un facilitateur de parcours père aidant au sein de mon ESAT pour le 2e semestre, ça apporte toujours un regard décalé et différent parce que souvent, les structures, on prend l'habitude des modes de fonctionnement institutionnels et c'est toujours bien de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais Benjamin pourra sans doute mieux. Alors, merci Philippe. Je peux dire 2 mots sur la pérédance parce que... Voilà, vas-y Jean-Louis, alors je donnerai la parole. Depuis peu de temps, il y a une association lyonnaise de pérédance qui fonctionne avec des gens qui sont malades ou qui l'ont été et qui vient d'adhérer aux couleurs d'accompagnement. Donc, c'est la 8e association des couleurs de l'accompagnement, de pérédance, qui travaille déjà pas mal sur le Vinatier à Lyon. Oui. Et du coup, les autres associations des couleurs de l'accompagnement préparent leurs salariés à introduire un ou des pères aidants qui pourraient travailler sur plusieurs associations parce que ça se prépare, hein, ils ne peuvent pas devenir des salariés directement comme ça. Et, ils ont une formation. Ils trouvent leur place aussi parmi les salariés, quoi. Voilà. C'est l'association ESPER. Voilà. Docteur Gouache? Oui, au C3R, on a 2 pères aidants qui sont les 2 seuls pères aidants de tout l'hôpital, de tout le centre hospitalier Alpes-Isère. Hein. Donc, les 100% des pères aidants du CHE sont au C3R. Donc, effectivement, ça se développe, malheureusement, encore beaucoup trop peu. Après, voilà, quand on parle... l'entrée d'entre pairs, elle se développe sur plusieurs niveaux. Quand on parle de pères aidants, on parle de personnes qui sont des professionnels, du coup, qui sont salariés, qui sont rémunérés, dont c'est le métier, et qui ont comme outil professionnel leur savoir expérientiel. Mais voilà, le savoir expérientiel, ça va être une partie de leurs compétences professionnelles. Voilà. Il faut que ces personnes aient une formation aussi dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, etc. Et voilà, c'est un outil qui, moi, dans mon quotidien, dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui, hein, parce que voilà, ce savoir expérientiel, on ne l'a pas, nous, en tant que professionnels, du soin. Donc, c'est très fréquent que j'adresse des personnes aux pères aidants et en général, ils en sont très, très satisfaits. Ils y trouvent quelque chose de complémentaire aux soins plus classiques et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on peut plus passer, qui devrait être beaucoup plus développé que ce que c'est le cas aujourd'hui, sachant que malheureusement, il n'y a pas de statut officiel de père aidant. Un père aidant, ce n'est pas un métier dans la fonction publique qui existe, ce n'est pas codifié, c'est pas… voilà. Donc, il y a toutes les questions aussi de RH qui rendent les choses un petit peu compliquées. Mais voilà, en tout cas, il faut que les directeurs d'établissement, ou que les responsables soient partie prenante pour développer ce genre de pratique. Oui, tout à fait. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une père aidante, Catherine, qui voulait prendre la parole. Peut-être qu'on pourrait lui donner. Ouais. Tout à fait. Alors, du coup, en fait, il y en a 2, donc je me demande…
Est-ce que Alors, c'est Catherine qui fait coucou. Très bien. Et ben, hop, voilà, je vais hop, et je vais vous amener. Oui, bonjour et merci de me permettre de vous parler de ma pratique comme père aidante professionnelle. Je travaille à l'établissement de santé mentale de Bourgoin-Jallieu. Alors, en fait, j'interviens dans 2 structures extra-hospitalières qui sont 2 hôpitaux de jour basés sur des lieux différents. Et je travaille également, et c'est ça qui est très pertinent et complètement innovant, je travaille également au sein du service qualité où je propose mon expertise de la maladie psychique pour l'amélioration de la qualité des soins. Voilà, donc ils ont vraiment vu les choses de manière innovante pour le coup, parce que ça c'était une partie à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Voilà. Après, bon, pour ce que je fais en extra-hospitalier, donc je suis co-animatrice de groupes thérapeutiques autour des notions de rétablissement. Voilà, j'accompagne les patients vers le rétablissement. Voilà. Et donc, en fait, ce dont je témoigne surtout, c'est mon parcours du rétablissement. Voilà. Et puis de la maladie psychique, bien sûr, quand c'est demandé, mais c'est surtout le parcours du rétablissement. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà. Alors, il y a une question de Rêve, les réseaux entendeurs de voix, qui demandait si la pérédance ne vous exposait-elle pas trop? Alors non, parce que, alors certes, on est exposé à la souffrance de l'autre ou des autres, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de se prévoir des temps de ressources dans la semaine. Alors j'exerce à temps partiel, ce qui est fondamental pour justement avoir des sas de décompression entre mes interventions, et puis je m'astreins vraiment à des moments de ressources qui sont ultra importants pour moi. Voilà. Pour pouvoir... Après, bon, j'ai des doutes. C'est pas toujours très confortable, en fait. Hein, mais quand je dis ça, c'est pas mauvais. C'est qu'en fait, dans ma posture, je suis amenée quand même à me questionner en permanence. Est-ce que sur ce que je fais, sur ce que je peux dire, etc. Enfin, c'est... Voilà. Puis, je suis accompagnée par un psychologue pour ça, mais qui n'a rien à voir avec l'établissement de santé mentale, en fait. Hein. C'était ma volonté de pouvoir parler de ma pratique à un psychologue. Ah, voilà. Oui. Très bien. C'était ma démarche, oui. Okay. Il y a aussi la question du coup de financièrement comment ça fonctionne, comment est-ce que vous êtes payé, quel est le salaire d'une père aidante par rapport à un psychologue qui va travailler en hôpital, comment ça fonctionne? Alors, j'ai fait valoir mon parcours professionnel et mes diplômes, et donc j'ai pu rentrer dans une case au niveau d'une convention collective. Voilà. Ok. Puisque là-bas, c'est milieu associatif privé. Et voilà, donc on a pu trouver effectivement un terrain d'entente qui était satisfaisant des 2 côtés. Mais comme c'est une convention médico-sociale, donc c'est en fait le poste que j'occupe, le poste officiel, si je puis dire, enfin sur le papier, c'est en lien avec l'accompagnement. Voilà. Donc c'est... Oui, pardon. Non, c'est moi. Mais ce que dit Catherine, justement, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre à l'heure actuelle, et ce que disait très bien le docteur Gouache, du père aidant. Donc, en fait, c'est chaque structure qui décide de comment il va le payer, comment il va l'intégrer dans une convention collective, quel statut. Et je pense que c'est la prochaine étape, justement, c'est d'accompagner vraiment à ce qu'il puisse y avoir un statut clair pour les pères aidants, qui puisse définir les contours, et puis que vous puissiez être épaulé, parce que là, Catherine, vous parlez d'un psychologue à vos frais, on va dire. Par la suite, ce serait même judicieux, il me semble, que les structures qui embauchent puissent accompagner et faire de l'analyse de pratique pour les pères aidants. Ouais. Je pense qu'il existe dans les associations pères aidants de l'analyse de pratique. Enfin, je crois qu'il existe ce type
Voilà. Mais moi, en fait, c'était plus l'accompagnement que j'ai avec ce psychologue me permet, je dirais, de me questionner sur ma posture, d'ajuster aussi, et puis de parler finalement, je dirais, de ce que je vis, de manière à ce que ça me donne le recul nécessaire et peut-être moins l'implication émotionnelle aussi. Voilà. Mais c'est mon choix, hein, ça c'est très personnel. Ouais. Merci beaucoup d'être intervenu. Oui. Il y a une main qui s'est levée. Georges. Georges, je vais vous laisser la parole. Merci encore beaucoup, Catherine, de votre intervention. Bonjour, Georges Bardakis, moi je suis bénévole à l'UNAFAM 38 et aussi responsable d'une association de dépression. Je voulais quand même rappeler que quand on parle de père aidant, c'est une notion qui est un peu large. C'est comme la santé mentale, c'est assez large. Donc quand on parle de père aidant, il faut nécessairement ajouter quelque chose à côté, c'est-à-dire, par exemple, à l'UNAFAM, il y a plusieurs milliers, 2000 bénévoles, ils sont tous des pères aidants famille. Catherine vient de parler et elle a parlé d'emblée de père aidant professionnel. Et depuis quelques mois, il y a le professeur Franck à Lyon qui a édité une très belle publication. Je vous recommande de la lire parce qu'on comprend bien l'importance de la question de la père aidance et en particulier, il traite de père aidant professionnels. Père aidant professionnels qui sont en fonction depuis plusieurs années, peut-être 10-15 ans au Canada. Plus récemment en France, Marseille a montré la voie. On a eu des colloques ici à Grenoble, plus exactement à Saint-Égrève même, dans l'hôpital. Ils sont venus expliquer qu'est-ce que c'est, il y a 4-5 ans. Et tous les soignants de l'hôpital étaient là, ils les ont entendus. Résultat, le docteur Gouache a bien donné la dimension du problème et plus récemment, la question s'est posée au niveau le plus haut, c'est-à-dire du ministère, et finalement, on est dans une position d'attente, c'est-à-dire, je pense que le ministère ne veut pas définir qu'est-ce que c'est le père aidant professionnel dans la santé, mais il attend que les différents professionnels de la santé dégagent des domaines pour lesquels le père aidant professionnel est accepté ou acceptable. Maintenant, c'est très intéressant de parler de père aidant en santé mentale, parce que par exemple, en addictologie, il est connu depuis plusieurs années, il est utilisé, intégré dans les équipes en tant que père aidant. Il ne fait pas un autre travail. Donc, c'est intéressant de suivre effectivement cette évolution. Personnellement, je trouve que ça va un peu trop lentement. On aurait pu vraiment améliorer certaines situations basées sur la communication, du savoir expérientiel et aider des personnes qui sont en soins. Par exemple, dans le cas du déni ou pour l'éducation thérapeutique du patient, à plus large échelle, on pouvait très bien faire intervenir des pères aidants professionnels en santé mentale. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton attention, Georges. Du coup, je vais donner la parole à Aude maintenant. Allez-y, normalement, vous pouvez mettre votre micro et je vais vous laisser la parole. Bonjour, donc je suis Aude de Cornulier, bénévole à l'UNAFAM et représentante des usagers au chai au nom de l'UNAFAM et donc nommée par l'ARS.
Je peux intervenir sur 2 petits points. La pérédance, puisque actuellement, en tant que représentant des usagers et avec la direction du chai, on est en train de mettre en place une équipe de pérédants vacataires qui interviendrait de façon vacataire en fonction du sujet sur lequel on aurait besoin au niveau du chai, de leur témoignage, de leurs paroles, et en fonction de leur desiderata. En fait, ça fait suite à une expérience qui a eu lieu pendant plusieurs années au chai. Je crois que Georges l'évoquait, il y a eu une présentation de pérédants au chai il y a 4-5 ans, et ensuite K2, l'association K2 et Entreliens avait une convention pour faire intervenir des pérédants de l'association Entreliens, donc des personnes touchées par la bipolarité, et qui intervenaient dans les unités en intra-hospitalier auprès des patients, auprès de personnes souffrant de troubles psychiques et plus précisément de bipolarité. Voilà sur la pérédance. Donc oui, tout n'est pas en suspens. En tous les cas, le chai prend l'option de travailler avec des pérédants assez rapidement, là, dans les mois qui viennent, mais de façon vacataire, pas à plein temps comme a pu le faire Entreliens précédemment. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, puisque j'ai la parole, c'est vous présenter Premier Secours Santé Mentale, que beaucoup de gens ici connaissent, mais dont je suis formatrice, donc qui est un diplôme national qui est arrivé d'Australie, qui a complètement déstigmatisé la maladie psychique en Australie. Alors, on a mis 20 ans, nous, à l'accueillir en France, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, des sessions maintenant sont organisées par l'UNAFAM, par PSSM France, Premier Secours Santé Mentale France. C'est le pendant du premier secours somatique, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre le massage cardiaque, le bouche à bouche, qui était sans doute fort agréable, mais qui n'était pas le but pour les troubles psychiques, ce sont 2 journées de formation qui balayent les troubles psychiques les plus importants, essentiellement la dépression, la psychose, le trouble anxieux et l'addiction, et qui propose un plan d'action en fonction d'une personne qui est à côté de nous et qui souffre de troubles psychiques pour détecter ou évaluer, plus exactement c'est le terme, s'il y a crise ou non, s'il y a crise, intervenir pour appeler des professionnels et intervenir rapidement, et s'il n'y a pas de crise, pour accompagner les personnes à trouver leurs ressources internes, leurs ressources autour d'elles, pour les accompagner vers les professionnels, voilà, qui met en place un dispositif qui devrait permettre, et qui s'adresse à tous les citoyens, vous, moi, les professionnels, des personnes qui ont des troubles psychiques, puisque on peut être confronté à des troubles psychiques tous ici autant qu'on est. Et demain, je peux très bien faire une bouffée délirante et ne plus en avoir jamais après. Voilà, on présente la santé mentale comme un continuum qui est que, ben oui, il y a des jours, selon les événements de la vie, je peux être un peu dépressive parce qu'il y a eu un deuil autour de moi, par exemple, récemment, et par contre retrouver un équilibre peu de temps après. Et puis, pour certaines personnes, et en fonction de différents critères, la maladie ou le trouble peut s'installer. Voilà, mais je vous recommande cette formation qui permettra de déstigmatiser la santé mentale dans notre société française. En fait, justement, merci beaucoup pour tes témoignages. Et en fait, justement, il y a Maxime et Célia de Repères Santé qui ont assisté, qui ont fait cette formation. Du coup, je vais leur proposer d'en parler un peu, peut-être de leur expérience, de comment ils ont vécu ça. Ça peut être intéressant. Du coup, vas-y, Maxime. Ouais, merci bien.
Et c'est vrai que bon, tu as décrit ça super bien, donc je ne vais sûrement pas trop rentrer dans les détails de comment ça se met en place. Mais nous, on n'était vraiment pas au courant avant de rentrer dans ce service civique de l'existence de ces premiers secours. Comme quoi, en effet, comme ça a été bien dit, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps avant de se mettre en place, alors qu'en Australie, ça fait depuis de nombreuses années maintenant qu'ils ont ces premiers soins, ces premiers secours. Et moi, c'est avec l'aspect sur lequel je voulais peut-être redire 2-3 mots qui m'avait le plus intéressé, si on peut dire. C'était vraiment ce côté d'apprendre à avoir une posture d'écoute et de soutien face à des personnes qui peuvent être dans détresse psychique. Que ce soit des personnes qui ont été diagnostiquées ou des personnes qui sont en début ou tout simplement qui sont dans une phase. Et c'est vraiment ce côté-là, je trouvais, qui était le plus intéressant grâce à cette formation, c'est d'arriver à récupérer des clés, des connaissances générales un peu sur les différents troubles psychiques qu'on peut rencontrer et d'essayer de pouvoir avoir cette posture d'écoute qui est souvent la chose la plus efficace finalement, car on n'est pas des professionnels de la santé. On ne peut pas soigner des personnes si jamais on rencontre des proches ou dans la rue des personnes qui sont en souffrance. On ne peut pas faire tout ça, mais par contre, juste pouvoir rassurer des personnes et les écouter, les soutenir comme on peut, et à terme, essayer de leur proposer des ressources ou des endroits vers lesquels ils peuvent se retourner, c'est déjà très intéressant. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu, moi. Voilà. Ok. Très bien, merci. Il y a une question, qui me paraît intéressante, c'est est-ce que c'est utile de se former au PSSM si les troubles sont déjà déclarés chez des proches? C'est-à-dire qu'on a des proches qui ont des troubles, qui sont déclarés potentiellement diagnostiqués. Est-ce qu'une formation comme le PSSM, c'est utile, ou est-ce qu'il faut chercher des formations ou des programmes plus spécialisés? Alors moi, je dirais que cette formation, elle permet d'intervenir dans tous les moments de la maladie psychique. Au début, après, pendant, à tous les moments. Puisqu'on apprend à trouver la bonne distance en fonction de l'état de la personne au moment où elle est. Si elle est en crise, on va faire intervenir un professionnel en urgence. S'il y a une crise suicidaire, par exemple, on va faire intervenir un professionnel en urgence et le secouriste va être en arrière-plan. Si la personne n'est pas en crise, mais dans le développement de sa maladie ou dans l'évolution de sa maladie, et si elle souhaite être accompagnée ou échangée, le secouriste de santé mentale va prendre sa casquette et va pouvoir intervenir. Et moi, je peux vous dire, depuis que je suis formatrice ou secouriste de santé mentale, je le fais même avec mes amis, avec mon entourage. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'appelle et qui est un peu déprimée, et j'irai un petit peu plus loin, et puis peut-être que je lui proposerai ou je lui demanderai si elle a déjà parlé de ça avec son médecin ou non, et si elle l'a déjà partagé avec quelqu'un de son entourage ou pas. Et ça a des effets. Ça a des effets dans l'échange qu'on a et dans la position qu'on a, qui est sans jugement, bienveillante et qui invite, mais laisse la personne avoir son pouvoir d'agir, comme l'évoquait Françoise Braoudakis au début. Est-ce que je peux compléter? Merci, Aude, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Par rapport à la question qui est posée, si j'ai bien compris, par quelqu'un qui est dans l'entourage d'une personne déjà avec des troubles déclarés. Elle peut bien sûr suivre la formation du PSSM, mais celle-ci en priorité s'adresse à des personnes qui, pour les former pour tout public, c'est une formation pour détecter dans l'entourage, etc., des personnes qui ont peut-être des troubles et qui n'en parlent peut-être pas encore, etc. Là, s'il suit un proche depuis longtemps qui a un trouble déjà diagnostiqué ou déclaré, elle peut avoir d'autres formations plus ciblées. C'est cela que je veux dire en tant qu'accompagnante famille. Elle pourrait avoir des formations, nous, qu'on fait à l'UNAFAM, sur les troubles psychiques. Elle pourrait avoir une formation comment accompagner un proche bipolaire,
comment accompagner un proche souffrant de troubles schizophréniques, voyez, ou dépressifs. On a des formations plus ciblées. Et puis, ce qui ne gâte rien, elles sont gratuites, celles-ci. Alors, donc, je dis donc, si le trouble est déjà, c'est pas, le PSSM n'est peut-être pas la première solution pour accompagner son proche déjà déclaré malade. Voilà. C'est un petit peu le distinguo que je ferai. Mais bon, voilà ce que je voulais ajouter. Qui est-ce qui veut s'exprimer encore? Parce que je vois que Jules vient d'arriver, donc on va quand Tout à même... fait, ouais. Jules, je vais te laisser C'est bon, c'est bon. le Il est soin là. de... Hop, voilà. Donc Jules qui est le réalisateur du documentaire que vous avez vu, je vais te laisser un peu prendre la parole. Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors bonjour à tous. Je ne pouvais pas être là plus tôt, donc voilà, c'est comme ça. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez fait une bonne découverte, hein, une bonne présentation. Je doute pas que les jeunes d'Unicité ont sûrement fait un travail admirable quant à la répartition de la parole. En tout cas, je tenais à remercier et à vous remercier pour le choix que vous avez fait de notre documentaire. Donc, il se trouve que voilà, nous, ce documentaire, on l'a réalisé à deux à l'époque. On était deux sur ce projet. On a été comme les jeunes qui vous organisent aujourd'hui cette réu. C'est-à-dire qu'en fait, on a été un peu déboussolés pendant cette période-là, en grande recherche de soi-même, recherche de contact, recherche de découverte, recherche de vie. Vraiment simplement recherche de vie. On avait besoin d'un sursaut de vie et à l'époque, Unicité a su nous l'offrir. Et ça, c'était merveilleux et ça, c'était inestimable, réellement. Je remercierai jamais assez Sophie Boutroy qui à l'époque était notre coordinatrice. Je remercierai sûrement jamais assez toutes les personnes qui sont intervenues dans le documentaire. Enfin voilà, franchement rien que d'y penser, voilà, moi j'en ai les larmes aux yeux. Ça a été une expérience fabuleuse, formidable. On a œuvré pendant longtemps. Ça a été un travail de très longue haleine. Ça a été un travail qui, je pense, pour certaines personnes, aurait pu prendre une vie. Et avec Fabien, à l'époque, ensemble, en à peu près 1 an et demi, on a vécu une vie. Et on a vécu une vie qui était fabuleuse, qui était hors de tout, hors de toutes les considérations. On a vécu une vie qui, franchement, en toute humilité, qui dépasse l'entendement de beaucoup de personnes. On a vécu des instants de désaccord. On a vécu des instants de conflit qu'on a toujours su résoudre sans aucun conflit. Ce qui est quand même assez paradoxal. On a été beaucoup accompagnés. On a été accompagnés par notamment un comité de pilotage à l'époque. On a été accompagné dans ce comité, on devait être à peu près une dizaine de personnes, je dirais. Que vous dire de plus? On a rencontré énormément de gens. Tous les intervenants du documentaire, voilà, je vous le redis, ça a été magnifique de faire votre rencontre à l'époque. Ça nous aura permis à Fabien et à moi une expansion innommable. Aujourd'hui,
les jeunes d'Unicité ont fait le choix de notre documentaire. Ça, à peu près 6 années après. 6 années après qu'on ait continué à cheminer, Fabien et moi-même. Que Fabien, lui, a poursuivi son chemin. Moi, j'ai poursuivi le mien aussi. 6 années que je n'ai quasiment jamais réentendu parler de mon collègue. 6 années que... Jules, si je peux me permettre, il y a une question qui t'est donnée, qui est justement pourquoi tu as décidé de traiter ce sujet? Ah. Assez bonne question. Je dirais qu'on était tous les deux avec Fabien dans une vraie quête. Une quête, si tant est qu'il y en ait une quête de vérité, une quête de savoir. On était dans une volonté de boire le monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a bu. On a beaucoup bu. On a étanché notre soif. On l'a tellement étanché qu'en fait, ensuite, on ne pouvait plus se voir. On était dans une volonté anthropologique, réellement. On était dans une construction d'observateurs complètement neutres, d'observateurs dénués de jugement, d'observateurs dénués de notre propre passé. On s'est mis à poil, en fait, en faisant ce truc. On s'est mis à poil, clairement. On y est allé, on a dit, voilà, on est comme ça, et on a besoin de vous. Est-ce que ça répond à la question de cette personne? Oui, en tout cas, merci. Je pense que c'est un film qui parle bien de la déstigmatisation. Et je pense en tout cas que les témoignages sont très forts et j'entends que ça t'a impliqué personnellement. Et donc, merci en tout cas pour le courage d'avoir réalisé ce documentaire. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fourni. Ouais. J'aimerais poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement que pouvait faire l'UNAFAM ou les organisations au niveau des patients, etc. Mais du coup, j'aimerais bien entendre un peu de la part de Philippe ou de Benjamin, un peu comment vous... comment ça se passe l'accompagnement chez vous des différents patients que vous pouvez avoir enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça peut se passer pour vous? Si on a un des deux qui veut commencer à répondre. Comment se passe l'accompagnement au C3R, par exemple, c'est ça? Ouais, par exemple, ouais, très bien, ouais. Le C3R, donc, c'est un centre de réhabilitation psychosociale qui intervient pour des personnes en situation de handicap psychique qui expriment une insatisfaction, on va dire, dans leur projet de vie au sens large, qui ont déjà, si elles en ont besoin, un suivi avec un psychiatre ou avec un psychologue ou avec une équipe de soins. Et le C3R vient en plus pour ce qu'on appelle les soins de réhabilitation psychosociale, c'est tout ce qui va essayer de diminuer l'impact du handicap psychique, donc c'est-à-dire d'une part renforcer les ressources de la personne pour qu'elle soit le plus autonome possible dans sa vie avec ses troubles, avec les limitations que ça implique, et puis les obstacles, les limitations, déjà mieux les connaître, mieux les repérer, et puis essayer de pouvoir les contourner si on peut. Ou pas, mais parce que je dis ou pas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pour atteindre le rétablissement, pour être aussi épanoui que possible. Voilà. Ensuite, l'accompagnement, il se déroule sur 2 ans maximum. Ce n'est pas au long cours, mais le but, c'est qu'une fois que c'est terminé, on espère que la personne a acquis des ressources qu'elle va avoir avec elle au long cours. Et qu'elle aura moins besoin de professionnels autour d'elle. Donc voilà, ce qu'on vise, c'est vraiment justement éviter la chronicisation, éviter une dépendance aux soins. Toutes les interventions, on a ça en tête, on a cette préoccupation-là, de viser le plus d'autonomie possible. Et puis, je n'ai pas le temps de développer, il y a plein de choses à dire sur le C3R. Donc, on a également des pères aidants, et puis on a également des interventions pour les proches, donc le programme Pro-Famille, le programme Bref, un programme un peu plus court
enfin, plus court que Profamille, plus long que Bref, qui s'appelle Avec. Voilà, parce que c'est également important pour plusieurs raisons, hein, bien sûr, d'accompagner les familles. Voilà, on travaille au maximum avec les partenaires qui sont les partenaires de la personne, hein, que ce soit aussi bien les professionnels que dans l'entourage proche. Voilà, en très résumé, hein, j'aurais pas le temps forcément d'en dire beaucoup plus. S'il y a des questions plus précises, je pourrais développer. Voilà, en 2 mots, tout cette revers. Ok, bien sûr, merci. Ouais. Et du coup Philippe, ouais, de mon côté, plutôt que de parler de l'accompagnement sur Messidor et le dispositif, je vais rebondir un petit peu sur le documentaire où il y avait notamment un monsieur très intéressant qui parlait de la stigmatisation dans un cadre professionnel. Donc, je voulais bien rebondir là-dessus parce que les mots qu'il a employés étaient forts et je ne vais pas le contredire. Évidemment, on a encore, au niveau des employeurs, quels qu'ils soient, par méconnaissance, par manque d'information, par manque de transparence, et ben parfois des attitudes qui peuvent être stigmatisantes parce que, notamment dans un cadre professionnel, il y a des codes, il y a des normes, il y a des choses qu'on doit pouvoir maîtriser pour rentrer dans un collectif. Et on sait que les personnes sont en souffrance psy, et ben c'est elles qui vont avoir le plus de difficultés à rentrer dans ces normes. Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées et les employeurs ont besoin d'être accompagnés. Donc, moi, pour graviter autour du handicap psy et de l'insertion depuis 18 ans, plus de 18 ans, je vais quand même avoir un regard plus positif que ça. Effectivement, on part de loin, mais moi, je constate que les entreprises, les employeurs s'ouvrent de plus en plus, depuis des années, elles s'ouvrent de plus en plus à accompagner mieux les différences de leurs salariés pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient dans de bonnes conditions de travail. Un employeur, avant tout, il veut que ses équipes soient dans de bonnes conditions pour pouvoir bien travailler et donc être efficaces. Et aujourd'hui, moi, je rencontre très régulièrement des employeurs qui ont envie d'être informés, qui ont envie de former leurs salariés. Donc, je pense que le PSSM, c'est un superbe outil généraliste. Donc, Messidor, on va rentrer dedans aussi, on va se former. On n'a pas pu, parce qu'il y a eu le Covid et on n'a pas pu former nos formateurs. Mais on va essayer de proposer ça aux entreprises aussi. Et je pense que l'entreprise, le travail, le lieu de travail, eh ben, c'est un formidable laboratoire de déstigmatisation au contraire. Si on est informé. Effectivement, moi, je ne vends pas un monde parfait où ça se passe bien de partout, mais je témoigne d'une évolution dans la posture des entreprises. Et plus on communiquera sur le handicap psy et sur les autres aussi, mais là on parle du handicap psy, plus on communiquera, les associations, plus il y aura d'outils, plus l'employeur sera informé et mieux ça se passera. C'est pour ça qu'il y avait aussi la question de la divulgation, de dire ou pas dire sa problématique de santé. On peut se dire, si je dis tout, je vais faire peur et je ne vais pas être embauché ou je vais me faire virer. Mais d'un autre côté, il y avait quelqu'un qui disait très bien, il y a forcément un moment donné où il y aura des périodes de moins bien. Et si l'employeur n'est pas au courant, il ne pourra pas intervenir. C'est Catherine, l'intervenante pérédance professionnelle qui parlait tout à l'heure, qui disait qu'elle était à temps partiel et que c'était essentiel pour elle. Et le temps partiel, c'est souvent le premier outil de compensation des problématiques psy au travail. Si vous ne parlez pas de votre problématique, l'employeur, il ne va pas comprendre pourquoi vous demandez un temps partiel. S'il y a un échange, et peut-être avec un tiers qui va expliquer ça, qui va faire le lien, l'accompagnement, eh ben, il va le comprendre que ce temps partiel, ce n'est pas parce que vous êtes fainéant que vous avez besoin de travailler à temps partiel. C'est parce que pour votre équilibre, votre établissement, c'est nécessaire. Si vous ne le dites pas, au bout d'un moment, il y aura de la fatigue. Merci beaucoup. Je confirme qu'il y a beaucoup d'employeurs qui jouent le jeu de tout ça. Parfait, il y en a beaucoup qui ne jouent pas le jeu aussi, mais on va y arriver. Moi, j'ai envie d'être positif. Je vais redonner rapidement la parole à Jules. Juste avant de te donner la parole, Jules, il y a quelqu'un qui demandait, et ça va être une réponse rapide, intéressante, quels sont les moyens les plus simples
pour entrer en contact, notamment avec ces 3R. Est-ce que c'est mieux de passer par des sites internet, des numéros de téléphone? C'est quoi le moyen le plus rapide ou le plus simple pour vous contacter? Et juste après, Jules, je te laisse la parole. Ça roule, mais j'ai la réponse si c'est nécessaire. J'ai pas bien entendu la question. La question, c'est quoi le moyen le plus simple, le plus rapide de rentrer en contact avec le C3R? Voilà. Est-ce que c'est mieux de passer par des mails, des téléphones, des sites internet? Ouais, déjà, première chose peut-être importante, ça je ne l'ai pas précisé, tout le monde peut s'auto-adresser au C3R, hein, soi-même, accompagné par un proche, et voilà, ce n'est pas forcément par un professionnel de santé. Et ensuite, il n'y a pas de... ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, c'est que, on prend tout ce qui arrange au mieux la personne, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, très bien. Du coup, Jules, tu voulais prendre la parole. Je te laisse. Ouais, avec grand plaisir. C'était un peu pour répondre au monsieur de... Bon, je l'ai un tout petit peu fait là déjà dans la conversation en échange, mais moi, ce que je voudrais dire en fait à toutes les personnes qui puissent être atteintes de troubles psychiques, qui sont en état de rétablissement, qui sont dans des périodes de troubles, qui sont dans des périodes d'instabilité, sachez qu'il y a plus que le rétablissement. Sachez que c'est possible. Sachez que à partir du moment où vous aurez trouvé le ou la thérapeute de votre choix et qui sache vous écouter et vous entendre sans jamais remettre en cause ou en question qui que ce soit, parce que je ne me permettrai jamais, parce que certaines des parties d'aujourd'hui ont été un jour sur le parcours que j'ai suivi. Mais sachez qu'il y a plus que ça. Il y a vraiment plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a la rémission, il y a la guérison. Et ça, pour tous. Soyez-en certains. Soyez-en certains, vous avez la force en votre intérieur. N'oubliez jamais, 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 qu'importe toutes les épreuves que vous pouvez endurer et vivre, toutes ces expériences vous rendront plus fort. Toutes ces expériences. Toutes les unes après les autres. Mais pour cela, vraiment, il faut que vous soyez votre propre laborantin. Soyez votre propre expérimentateur. Oui, entendez de temps en temps ce qu'ils peuvent avoir à vous dire. Ça peut être de bons conseils. Mais soyez aussi en capacité, toujours, même s'il y a des périodes où c'est un peu plus complexe que d'autres, de vous écouter vous-même. Parce qu'on en a tous la capacité, et je pense que la plupart des personnes qui ont des troubles psychiques, ou qui ont pu avoir des troubles psychiques, ou qui n'ont plus de troubles psychiques, sont très très forts, sont tellement forts que du coup, ils doivent passer par ces étapes-là d'expérience de vie pour aspirer et pour vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. Pour, s'ils le souhaitent, sortir des cadres, sortir des normes. Oui, on est des personnes qui sont déjà en dehors de tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait juste là à dire « Bon, moi, il me dit ça. Bon, je vais aller travailler. » Je l'ai fait pendant des années. Hein. Et aujourd'hui, c'est plus mon quotidien. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout mon quotidien. En tout cas, merci Jules pour ce témoignage. On arrive bientôt à la fin. Merci beaucoup pour le film aussi que tu as réalisé. Est-ce que on peut peut-être laisser un dernier petit mot à chaque intervenant? Du coup, ouais. Donc, je tenais quand même donc, je vais laisser un mot à tout le monde pour la fin. Avant ça, je vois quelques personnes qui avaient encore des réponses. Il y a des questions très intéressantes qui ont été posées que je suis désolé, on n'aura pas le temps d'y venir. Je vous invite
tous à aller sur le site de l'UNAFAM. Il y a une exposition publique qui est sur Internet en ce moment. Il y a plein de ressources. Donc, je vous invite à aller chercher des ressources, à aussi vous directement demander conseil, allez voir des professionnels, allez voir des associations. Ils seront ravis de vous répondre. Envoyez des mails, appelez-les, allez-y. En fait, ils sont là pour ça. Donc, voilà. Posez-leur des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il y avait encore plus de questions en sortant qu'en rentrant dans le débat. Et contactez-moi. Voilà, contactez-moi. Contactez-moi, contactez l'UNAFAM, contactez les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Contactez-moi si vous le souhaitez. Contactez les institutions qui œuvrent pour ça aujourd'hui. Soyez certains qu'ils sont de bons conseils pendant certaines périodes. Soyez certains qu'ils peuvent vous aider. Ouais. Et soyez certains qu'ensuite, vous aurez encore plus à cheminer de par leur aide. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, c'est sûr que tout le monde, ce sera avec un plaisir que tout le monde vous répondra. Et du coup, si jamais vous n'avez pas trouvé les numéros de téléphone, les mails, je pense que tout est assez disponible en recherchant rapidement sur Internet. Si on met contact C3R, on trouve contact UNAFAM, on trouve. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous trouverez les mails, vous trouverez les numéros de téléphone, j'en suis sûr. Et maintenant, je vais laisser la parole à Françoise et ensuite aux autres intervenants pour terminer là-dessus. Je vais donc peut-être voir avec chaque intervenant. Peut-être je vais commencer par le docteur Gouache. Dites-nous comment vous concluriez ce débat à vos yeux. Peut-être deux notions rapidement qu'on n'a pas franchement abordées. On a parlé de stigmatisation et j'ai envie de dire deux mots sur son corollaire qui est l'autostigmatisation en fait, qui est peut-être une entrave aussi importante au rétablissement que la stigmatisation. En deux mots, hein, c'est de soi-même s'attribuer les préjugés sur la maladie mentale et puis, entre guillemets, s'interdire soi-même d'avoir des projets de vie qui soient les siens parce qu'on s'attribue les stéréotypes sur la maladie mentale. Donc, il n'y a pas d'autostigmatisation sans stigmatisation, mais c'est peut-être l'autostigmatisation qui est encore le plus important. Et puis, deux mots sur les questions dans la stigmatisation, quelque chose qui est très important, c'est le vocabulaire, c'est les mots qu'on emploie. Notamment, je trouve ça très important de faire attention à comment on parle des personnes. Pour moi, il n'y a pas de handicapés, par exemple. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Il n'y a pas de schizophrène. Il y a des personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie. Etc., etc. Donc ça, ça permet de mieux comprendre que la personne ne se résume pas à sa maladie. Ça paraît tout bête, hein, mais voilà, mais elle a une schizophrénie, elle a un trouble bipolaire, elle a une dépression, puis elle a plein d'autres choses. Elle a des projets, des envies, des joies, des déceptions, et elle a une schizophrénie, elle a une maladie mentale, elle a un trouble bipolaire. Rien qu'un exemple, voilà, si on pouvait essayer de retenir ça, je serais content d'être intervenu aujourd'hui. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Baskunana? Oui, juste moi, je vais revenir sur, paraphraser Benjamin tout à l'heure qu'il a dit, mais ça me semble très important. Chaque parcours et chaque situation est individuelle et différente. Ce qui marche pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. Ce qui n'a pas marché pour l'un marchera peut-être pour un autre. Ça dépend de son environnement, de sa problématique, de son envie, de sa personnalité. Chaque parcours, et quel que soit dans le sanitaire, que ce soit dans le médico-social, au travail ou autre, est individualisé et doit être individualisé en fonction des besoins de chacun. Il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups. C'est le travail collectif et évidemment, avant tout, l'investissement de la personne qui permet d'avoir des issues positives ou d'avancer dans son établissement. Merci. Monsieur Beltrán Lopez, puisque vous êtes à côté sur l'image,
Très bien. Est-ce que vous voulez Je quelques voulais mots? dire un petit peu pour conclure justement que je rejoins ce qu'a dit Jules sur le contactez-moi. Je suis bien d'accord en fait. Il ne faut pas hésiter à se contacter les unes et les autres. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. J'ai pas eu le temps encore de concrètement, faire des choses très concrètes au niveau de la ville de Grenoble sur le sujet. Mais pour moi, l'idéal dans un temps proche, c'est d'avoir quand même une cartographie par type de handicap ou de problème de santé mentale ou de problèmes de santé liés au handicap, etc. Qui soit une radiographie qui justement puisse répondre aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment quels sont les premiers soins, quelles sont les premières personnes à contacter quand je rencontre telle difficulté, etc. Et que du coup, au niveau en tout cas de la ville de Grenoble, et bien entendu, avec lesquels je travaille dans le bassin grenoblois et puis sur d'autres villes également, d'avoir justement une cartographie des dispositifs en place qu'on puisse consulter le plus rapidement possible, puisque comme vous le savez, et comme l'a très bien dit monsieur Baskunana, il y a vraiment beaucoup de situations particulières, et là je me suis noté le mot en soulignant le S, parce que vraiment il faut prendre en compte, en plus il y a une importance de prendre en compte ces situations particulières pour répondre de façon particulière donc à tous ces types de problèmes de santé mentale ou de handicap. Et puis rejoindre également le docteur Gouache sur les éléments de langage qui sont très intéressants, très important à utiliser, c'est-à-dire que bien entendu il faut parler de personnes en situation de handicap ou de personnes handicapées, mais il faut bien entendu considérer qu'il y a une personne et que la personne a un adjectif malheureusement de par sa situation, mais qu'on ne peut pas, enfin pour moi c'est des éléments de langage qui sont obligatoires, sur lesquels des fois même entre nous, j'ai envie de vous dire, je tape parfois même sur certains de mes collègues de toute la ville de Grenoble, dans les services, ailleurs, etc. Aussi bien quand on travaille de façon transversale avec des entreprises, avec des constructeurs, etc. C'est une précaution à laquelle je veille. Voilà. Merci, on compte sur vous. Merci beaucoup. Jean-Louis, est-ce que ton mot de conclusion sur ce débat, sur ce que… Un tout petit mot, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a relativement peu parlé de la stigmatisation. Je pense quand même que ce qui est important, c'est que si on connaît la santé mentale, on ne la stigmatisera pas. Donc en fait, c'est extrêmement important de développer la connaissance de cette santé mentale. Je suis aussi complètement… je trouve très important le fait qu'on dissocie le handicap de la maladie et que les gens comprennent que la maladie, d'abord, elle ne donne pas forcément du handicap et on est tous pour quelque chose handicapé. Soit on ne parle pas anglais, on en a besoin, soit on fait des fautes d'orthographe, soit on, je ne sais pas quoi, on a tous des handicaps. Et les gens qui sont malades, ils sont malades. Les gens qui ont une schizophrénie, ils ne sont pas que schizophrènes, ils sont des gens qui ont des qualités, des défauts, qui ont toute une vie, quoi. Et c'est ça qu'il faut défendre. Et puis il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter, parce que je trouve que justement dans la maladie, on n'en parle peut-être pas assez, mais il faut la décrire. Et il y a une souffrance chez les gens qui sont malades que moi j'essaye de comprendre et qui me fait peur. C'est que quand quelqu'un est malade par une maladie psychique, en fait, il se rend compte que son cerveau dit des choses, pense des choses qui ne sont pas lui, qui sont extérieures à lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et c'est vraiment que pour cette maladie qu'il y a ça. Alors là, tu ouvres d'autres débats, hein, d'autres portes. Oui, merci Jean-Louis. En tous les cas, merci de nous avoir donné l'occasion de réaliser l'expo et le débat. Marilyn Garnier, toujours avec nous? Marilyn a dû nous quitter. Elle a dû nous quitter, oui, j'ai bien eu l'impression. Oui, d'accord, elle est professionnelle. Jules, tu veux aussi dire un mot de conclusion? Je crois que Jules est parti également. Moi, c'est une bêtise. Donc, tu peux conclure, Françoise, alors. Alors, moi, d'abord, sur la qualité du débat, moi, je me réjouis de tout ce qui s'est dit, toute cette liberté d'expression, cette dynamique et cette énergie. Et en plus, on voit tout l'intérêt et tout ce que vous mettez dans vos actions, de quelle place vous vous trouviez, pour faciliter la vie des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et déjà cela, au nom de tous des familles et ces personnes, je vous remercie. Et je voudrais conclure effectivement, moi aussi, sur ce qu'a dit un peu le docteur Gouache, et ça a été repris un peu aussi après, que nos proches, que ces personnes qui souffrent de troubles psychiques ne se réduisent pas
à leur trouble psychique. Ils ont une personnalité, ils ont des activités annexes, ils sont parfois même parents. Donc moi, je voudrais dire, soyons très attentifs à la qualité de vie de ces personnes aussi, et qui sont aussi donc des citoyens. Moi, j'y tiens beaucoup que nous avons des personnes qui doivent vivre dans la cité avec nous. Donc, faisons attention aussi aux mots que nous employons pour les désigner. C'est déjà un grand pas vers la déstigmatisation. Et à l'UNAFAM, nous veillons particulièrement au niveau national à tous ces mots qui sont employés dans les journaux, dans des émissions de télévision, et qui font beaucoup de mal aux familles qui reçoivent, et en particulier aussi aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc, soyons très attentifs dans nos entourages aux mots que nous employons, effectivement. Pour l'accompagnement, je crois que là, nous sommes tous solidaires et tous prêts à accompagner le mieux possible nos proches. Et donc, moi, je suis très optimiste quand même pour l'avenir, parce que je crois qu'on œuvre tous pour une amélioration de ces pathologies et de ces troubles et de la vie et du parcours de vie de ces personnes atteintes de troubles psychiques. Voilà, je vous remercie tous. Je remercie Unicité qui pourrait dire un mot de conclusion aussi, peut-être. Merci à tous les participants. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup à tous les participants, tous les spectateurs, spectatrices qui étaient là. Je sais que c'est pas forcément toujours facile d'assister, de faire ce genre de choses en ligne sur Zoom. Donc, merci d'avoir été patient, d'avoir posé des questions, d'être intervenu. Merci beaucoup à tous les intervenants, toutes les intervenantes d'avoir été là, d'avoir répondu, d'avoir parlé. C'était vraiment super de prendre votre temps pour faire ça. Donc, merci beaucoup. Et on refera des débats, moi, je trouve. Ce sera avec plaisir. Avec vous. Voilà, donc voilà. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est une séance qui sera disponible dans un moment en rediffusion sur le site de l'UNAFAM. Donc voilà. Pour moi, c'est bon. On va pouvoir finir cette séance. Donc voilà. Un dernier merci à tout le monde. Merci. Merci à vous tous. Très bonne fin de journée à tous. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.